Eh ben, on est là parce qu'il y a un ras-le-bol général dans l'agriculture. Ça a commencé avec l'augmentation des taxes sur le GNR, l'importation de viande et de lait de la Nouvelle-Zélande qui a été actée dans la semaine. Donc bon, ça a été la goutte d'eau de trop, mais ça fait un moment que ça couve. Les céréales qui ont chuté de plus de moitié, on n'en a jamais entendu parler dans les médias. La viande, le lait, c'est une catastrophe depuis des années et des années. Aujourd'hui, la suppression des taxes sur le GNR, c'était trop. Alors Donc, ce mouvement a mis du temps à prendre, hein. Il a pris depuis un certain temps dans le sud de la France. On commence à avoir des actions aujourd'hui, hein, beaucoup plus au nord, ici dans le Loiret, également en Bretagne. Pourquoi ça a mis un peu de temps à démarrer selon vous? Nous, pour notre part, pour le Loiret, peut-être une question de travaux aussi dans les champs qui avaient été ralentis à cause des intempéries automnales. C'est vrai que quand on est dans les champs, on ne peut pas non plus être partout. Et puis il faut le temps de mettre en place, d'organiser, de savoir, de trouver la bonne opération à faire aussi. Il y avait plusieurs choses qui étaient un peu dans les tiroirs. On a eu d'abord la première opération avec le retournement des panneaux d'entrée d'agglomération. Et on savait qu'on ressortirait dans les semaines ou mois à venir, mais il fallait le temps de trouver la bonne opération. Et disons que les opérations du Sud ont déclenché le mouvement au nord de la Loire, on va dire. Alors on dit beaucoup depuis quelques heures que la FNSEA est débordée par sa base. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'on n'écoute plus les responsables syndicaux. On a vu des responsables de la FNSEA à Toulouse se faire huer lorsqu'ils sont arrivés sur le point de la manifestation. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ici? Et qu'est-ce que vous en pensez? Non, nous, je ne peux pas dire qu'on s'est séparé de nos syndicats, c'est pas vrai, parce qu'ici, aujourd'hui, là, on est sous la bannière JA et FNSEA. Après, c'est souvent les chefs qui en prennent plein le dos en premier, donc nos responsables syndicaux, oui, ils ont peut-être tenu des discours qu'on n'a pas forcément compris, mais aujourd'hui, non, aujourd'hui, je ne parlerai pas de dissolution de syndicats ou de désolidarisation, c'est pas vrai. Là, on est tous sous les bannières syndicales. On a pu voir aussi d'autres syndicats comme la coordination rurale sortir dans la rue. Non, on ne peut pas dire que dans le Loiret ce soit vrai. Dernière question, on entend beaucoup d'agriculteurs de l'Oise, du Sud dire que si les réponses aux revendications ne viennent pas très vite, la prochaine étape c'est Paris. Vous partagez cette volonté de vouloir faire convergence d'un maximum d'agriculteurs sur la capitale pour faire pression sur les autorités? Ah oui, complètement. Là aujourd'hui, on est ici, on va monter sur Orléans un peu avant Orléans. Si dans la semaine ça ne bouge pas, il y aura une autre manifestation, peut-être encore locale sur le département. Mais il est clair qu'on est prêt à aller à Paris. Moi, j'y suis déjà allé 2 fois en tracteur. Je peux remonter à Paris sans aucun souci. S'il faut ça pour se faire entendre, ou s'il faut monter à Paris au 15 juillet pendant les JO, s'il faut ça pour se faire entendre et pour obtenir ce qu'on veut, oui, là c'est clair qu'on est prêt à monter. C'est ce que j'allais vous demander pour aller à une toute dernière question. Qu'est-ce qui diffère de ce mouvement des autres? On le sent plus ancré, plus affirmé, plus volontaire, plus déterminé? Il couve depuis longtemps. Il couve depuis très longtemps. C'est un mauvais... C'est de l'agribashing, c'est tout ce qu'on inculque, tout ce que les médias relayent sur la pollution créée par les céréaliers, la maltraitance animale. C'est tout cet agribashing qui couve depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Et là, il est temps que ça explose. On crève un abcès, clairement. Merci. Oui.
Bah là, il est en froid là. Le groupe il marche sur le côté derrière. Il marche le groupe derrière là dans la salle des machines. Donc tu surveilles le 15, ça veut dire que le 3 se fait. Il parvient à 2. Tu es au courant avec le côté. Et là, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bah, pas trop mal pour le moment, j'espère qu'on continuera. Ouais. Et que le mouvement repartira de plus belle si jamais on n'a pas de... Parce que vous souhaitez? Tout ce qu'on souhaite. Est-ce qu'une action est prévue contre le nucléaire? Pour le moment, non, je pense pas. Mais après, bah, ça peut monter à tout moment. Alors la détermination des agriculteurs est totale? Oui, tout à fait. Vous voyez bien aujourd'hui, je ne sais pas combien de personnes. En France. Il y en a partout en France. Il y en a partout. C'est beaucoup plus important que prévu. C'est plus important que prévu? Ah oui. Les policiers me disaient tout à l'heure qu'ils étaient un petit peu en panique. C'est très bien. Passé par le nombre c'est très bien. D'agriculteurs. Aujourd'hui, c'est un ras-le-bol total, vous voyez. Oui. Vous voyez bien. Donc c'est vrai que c'est pas facile. On s'est mobilisé rapidement. Et puis, avec le soutien des syndicats ou sans le soutien des syndicats? Parce que dans le sud, on sait que la FNSEA a été mise un petit peu en difficulté. Est-ce que c'est le cas ici? Pour l'instant, non. Mais je pense que si les syndicats nous bloquent, on partira peut-être sans syndicats. Pour aller où? Jusqu'à Paris? Comme le souhaitent de nombreux agriculteurs? Peut-être. Peut-être. Est-ce que ça sera ce week-end? Je ne sais pas. Mais on attend, on est sur le qui-vive et si jamais il faut y aller, bah, moi j'irai. Moi j'irai. Ouais, on peut dire qu'aujourd'hui c'est vraiment l'explosion du mouvement. Voilà. Partout en France. Voilà, oui, bah après je sais pas quoi dire, vous m'avez pris un peu de dépourvu. Bah oui, c'est très bien. Bah oui, bah moi c'est pareil. Salut camarade. Ça va? Salut Pascal.
Midi 15 alors, midi 15. 15-20, oui, mais pas au-delà de 20 parce que... Si tu comptes sur ton secrétaire général pour organiser un truc, ouais. Pardon. Naturellement, mon président va parler, hein, Sébastien qui est là, qui est discret pour l'instant, mais une fois qu'il parle, on ne l'arrête plus non plus. Les JA sont là, ils arrivent, regardez derrière vous, ils arrivent, la délégation de l'Est arrive. Donc les JA sont avec nous aussi. Charles, qui viendra tout à l'heure. Tous nos adhérents, tous nos sympathisants sont là. Ça fait plaisir de vous voir ici tous ensemble. On aimerait toujours être plus nombreux, mais c'est déjà bien. Mais bon, on aurait pu trouver un coin plus discret encore. Bonjour à tous. Juste au départ, je vais vous rappeler, vous n'êtes pas sans connaître le drame qui s'est passé hier en Ariège. Un drame qui rappelle quand même en tant qu'agriculteur, en tant que responsable syndical aussi, l'importance et la responsabilité qu'on a. Donc hier en Ariège, une famille a été endeuillée, la famille de l'agriculture a été endeuillée. Donc je vais vous demander par respect et par mémoire pour des femmes qui se sont engagées pour l'agriculture, qui portaient l'agriculture au cœur comme valeur, comme vous tous, pour la défendre,
qu'on marque une minute de silence. Merci. Merci à vous tous. Donc, passé ce moment, le combat, l'action continue. Donc dans les premières prises de parole en introduction et après ça va se dérouler. J'ai entendu beaucoup en passant ce matin l'inquiétude. Vous êtes venus, vous trouvez que sur le parking aujourd'hui, on est mal reçu, on est un peu mis en exergue, mais c'est une volonté aujourd'hui. Soyez rassurés, on a une écoute. On a les médias qui sont présents, on a les parlementaires, on a toutes les chaînes nationales où on a nos représentants syndicaux qui sont présents. Donc aujourd'hui, on est écoutés. Et la volonté qui a été faite entre les JA et la FNSEA du Loiret, c'est de dire, vous voyez, l'agriculture du Loiret est déclassée. Ce matin, on la met sur un parking. Et bien demain, on ne souhaite pas être déclassé. Demain, on souhaite vraiment prendre l'avant, devant sur le territoire. On est là pour nourrir les Français, on est là pour nourrir la population. Donc il faut qu'on soit mis en exergue. Le Premier ministre a écouté nos responsables syndicaux, il est en train de réfléchir, il a proposé des annonces en fin de semaine, on est raisonnable, on va lui donner du crédit, on va attendre ces annonces en fin de semaine, on va commencer à travailler. Dès ce soir, on a une visio pour savoir comment on pérennise le mouvement, et si les annonces de Gabriel Attal ne sont pas satisfaisantes, on vous promet qu'on revient début de semaine prochaine, plus fort, avec des actions plus symboliques et pas déclassées sur un parking de supermarché. Je prendrai la parole à la fin, je laisse Jean-Louis, je laisse les représentants syndicaux parler, mais soyez rassurés, on a vraiment à cœur de mener la cause. On est parti jusqu'au salon, un match ça ne se gagne pas en 10 minutes, il faut 90 minutes, on a besoin de vous tous. Je vous remercie vous tous à être nombreux, 150 tracteurs, plus de 250 agriculteurs. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas réussi à vous réunir. Bravo. Vous pouvez vous applaudir. Et demain, préparez-vous, organisez-vous sur vos exploitations. On vous promet, on prépare quelque chose. Et si les annonces de Gabriel Attal ne sont pas suffisantes, on reviendra. Je laisse la parole à Jean-Louis. Les GA, non? Après, comme tu veux. Vas-y, Charles. Merci Jean-Louis, merci à tous d'être présents, merci aux jeunes agriculteurs qui sont un peu plus dans le fond, mais vous serez bientôt sur le devant de la scène. Je représente notre président Gabriel Beaulieu et Valentin Caron, son vice-président, moi en troisième vice-présidence, qui sont en voyage en Côte d'Ivoire avec l'AFDI. Ils suivent l'actualité de loin, mais ils sont de tout cœur avec nous. On a beaucoup débriefé ces derniers temps, ça fait plaisir d'être aussi nombreux, d'avoir autant de tracteurs. On ne pensait pas arriver à ce stade-là. On a entendu la grogne monter du réseau, du terrain. C'est vous qui faites nous mobiliser. On a beau rencontrer les préfets, suivre les démarches, mais à un moment, il faut qu'on passe à l'action. On veut le faire en plusieurs temps. On a vu la brèche d'ouvrir du gouvernement quand Macron, vendredi soir, a appelé Darmanin pour que tous les préfets rencontrent le monde agricole dans toutes les régions, dans tous les départements de la région. Ça a été fait également. Donc on a une écoute, on a une brèche qui est ouverte. Il faut qu'on en profite pour que les messages passent et qu'on puisse avancer tous ensemble pour avoir une vision de l'agriculture, une vraie vision sur du long terme. On ne peut pas entendre parler de souveraineté alimentaire, de transition et de renouvellement des générations sans avoir une vision forte de notre gouvernement et qu'on n'ait pas des paroles. Parce qu'on a un ministre de l'Agriculture qui vient de notre territoire, qui connaît nos problématiques, qui est oui, mais derrière ça ne suit pas. Il n'arrive pas à faire bouger ses équipes au sein du ministère et c'est pas normal qu'il n'ait pas la main sur ces personnes-là. Donc il faut qu'on monte notre mécontentement qui vient peut-être du sud, qui vient peut-être aussi des pays de l'Est ou du Nord. Donc il y a une grogne générale au niveau européen de la PAC. Il faut vraiment qu'on soit pertinent. On a
discuté en visio avec nos représentants syndicaux nationaux. Il faut qu'on s'inscrive dans du long terme. On ne peut pas se permettre de faire une action coup de poing. On le sait très bien aujourd'hui et on n'a pas honte de le dire. On n'aura rien ce soir en repartant. Ce qu'il faut, c'est qu'on tienne dans le temps et qu'on arrive à gagner ce bras de fer qui vient de s'ouvrir. On va dire officiellement, depuis le temps qu'on le demande. On a fait au mois de novembre le retournement des panneaux, là, début décembre, qui a très bien fonctionné médiatiquement parlant. On sent la volonté de tous les concitoyens qui sont derrière nous et qui nous soutiennent dans leurs paroles. Après, c'est encore autre chose dans les actes d'achat dans les magasins. On a une agriculture qui n'est pas en mode croissance, qui est plutôt en mode décroissance depuis un certain nombre d'années. On plafonne dans les rendements, on plafonne et on empile des normes et on empile des normes. Et des normes, qui dit normes, dit un surcoût. Et on est bien l'une des seules professions à ne pas décider toujours de nos prix de vente, hormis quand on est sur, on va dire, de la vente directe, on peut décider en fonction des achats, mais on est vraiment sur une offre-demande au niveau national, international, voire mondial. Et il faut qu'on soit entendu et qu'on soit clair. Donc moi, il est clair qu'aujourd'hui, on va durcir. On est là aussi pour vous écouter. Faites-nous remonter comment vous voyez les choses pour les semaines à venir. On a la chance d'avoir la météo avec nous en ce moment. On a le salon, qui est le grand rendez-vous attendu par Macron et par nos syndicats pour qu'il y ait des vraies annonces. Et si on commence le bras de fer par une mobilisation aujourd'hui avec 150 tracteurs, 250 adhérents présents sur les lieux et que dans 3 jours, dans 5 jours, dans 15 jours, il ne se passe plus rien, effectivement on aura tout de suite perdu le combat et le gouvernement va se relâcher. Ils ont la pression, ils nous entendent, ils nous écoutent. Maintenant il faut que les actes arrivent à grands pas. Donc je compte sur vous, je compte pour que après vous nous challengez aussi sur ce qui vous attendez dans les jours à venir. Mais je vous garantis que si les annonces de Gabriel Attal ne sont pas à la hauteur dès cette fin de semaine, ce qui va sûrement appuyer sur 3 boutons qui sont très faciles à actionner pour détendre l'atmosphère, mais proposer en 3 jours une vision sereine, pérenne pour l'agriculture française et de nos départements, je ne suis pas sûr que ça soit le cas. Donc il va falloir qu'on soit vraiment présent dans les jours à venir et vous pouvez compter sur nous. Merci Charles. Je suis obligé d'excuser mon président qui doit aller faire un direct avec France 3. Donc tu as dit beaucoup de choses Charles déjà et c'est vrai que tout est dit. Voilà, en fait, ce qu'il nous faut c'est retrouver notre dignité tout simplement. J'ai été surpris, agréablement surpris par l'opération panneau retourné. On a lancé cette opération qui venait du sud de la France. On a dit on va la faire dans le Loiret aussi. J'ai des maires qui m'ont demandé est-ce que tu vas venir chez nous retourner le panneau. Bien sûr qu'on est allé retourner le panneau. Merci monsieur le maire de ma commune de l'avoir laissé inverser pendant toute la semaine. Voilà, c'est très bien, merci pour le clin d'œil. Ce qu'il nous faut c'est retrouver notre dignité, je vous l'ai dit. Vous travaillez dur, vous travaillez bien. Ça faut qu'on se le dise, tout le monde travaille bien ici. Parce qu'en fait parfois il peut nous arriver de douter quand on entend certains de nos détracteurs. Je pense qu'il y a peu de pays dans le monde où on a une telle diversité d'alimentation et si peu cher. Oui, disons-le, si peu cher. Parce que même si nos concitoyens se plaignent de l'inflation des produits, la plus grosse inflation aujourd'hui, c'est plutôt sur l'énergie. Je les comprends, on les comprend, mais si on fait moins cher, on ne fera plus rien. Et demain, la souveraineté alimentaire, ça se défend. La souveraineté alimentaire, c'est une arme. On voit ce qui se passe aujourd'hui dans les pays de l'Est, notamment avec la Russie. Le blé est une arme. Faisons attention de ne pas en manquer demain. Faisons attention de ne pas manquer de lait non plus. Le département du Loiret, à peine 90 producteurs laitiers, avec pourtant un fleuron de l'industrie laitière ici chez nous à Saint-Denis-d'Hôtel. Inquiétons-nous de ce qui va se passer si demain il n'y a plus de lait sur le territoire, s'il n'y a plus de viande non plus et plus de volaille, qu'est-ce qui se passe? Certains secteurs n'ont pas forcément les potentiels à faire que des céréales. Et les céréales, rappelons-le, sont consommées en grande partie par les animaux. Donc la lutte aujourd'hui, elle est commune à toutes les productions. C'est important qu'on se le rappelle ici entre nous. Le Loiret, comme tout le territoire, est aussi un patchwork en matière de production céréalière, je l'ai déjà dit, l'élevage, aussi l'arboriculture, le maraîchage qui a une place importante chez nous ici. Et donc il nous faut retrouver de l'attrait, de l'intérêt pour toutes ces professions. On est à la veille de la relève générationnelle. Les jeunes le diront mieux que moi. D'ici 10 ans, on aura 50% des agriculteurs qui seront remplacés. Donc c'est notre responsabilité à nous aussi de leur préparer l'avenir. Ça c'est important parce que aussi on pourrait dire bon bah, vous les vieux vous en foutez, vous avez fini. Mais non, on est responsable. Donc quand on est responsable, on y va, on va au charbon.
on leur prépare un avenir, ça c'est important. Parce que je les connais, les JA, ils sont courageux. Alors des fois, il faut les tenir un peu. C'est vrai qu'on avait quelques divergences sur la manif. Ils auraient aimé venir avec du fumier. Je leur rappelle quand même que le fumier, c'est mieux pour les terres parce que ça augmente la matière organique. Ceci dit, on ne s'interdit pas, malheureusement. Là, pour le coup, ce n'est pas une boutade. On ne s'interdit pas en fonction de ce qui va se passer cette semaine, dans les jours à venir, de durcir le ton. Voilà. Il faut qu'on soit entendu. Ça suffit. Ça suffit. Ce n'est pas l'administration non plus qui commande dans ce pays. Vous en souffrez tous aussi. On doit remplir un tas de formulaires. Aujourd'hui, même pour aller tuer un corbeau dans son champ, pour empêcher de bouffer tout son maïs, il faut remplir des formulaires. Il faut aller sur France Connect, il faut faire tout ça. On en a marre, j'en ai marre, je ne suis pas le seul. Je pensais que c'était la discrimination numérique, mais non. Les jeunes aussi en ont marre. Rappelez-vous l'époque où nos grands-parents allaient péter un corbeau, ils mettaient sur un piquet. C'est pas si vieux. Donc en fait, il faut qu'on trouve cette liberté d'action, cette liberté d'agir sur nos territoires. Nous sommes les premiers à occuper nos territoires et les mettre en valeur. Demain, s'il n'y en est plus là, la ruralité, ça ne sera pas grand-chose. Voilà. Il y a certains qui se plaignent qu'on met un peu de boue parfois sur les routes, mais croyez-moi, sur certaines communes de Sologne, on aimerait bien revoir un peu de boue sur les routes parce qu'il y en a certaines où il n'y a presque plus de paysans aujourd'hui et c'est dramatique. Alors c'est sûr, là, il n'y a pas de dégâts gibier, forcément, il n'y a plus de paysans. Mais il y a quand même du gibier et il vient bouffer chez vous. Aujourd'hui, ils sont dans le Val-de-Loire et maintenant, ça remonte en Beauce. Parce que ça aussi, c'est un problème, le gibier. Il va falloir que ça cesse. Il va falloir qu'on arrête d'être embêté avec tout ça. Voilà, aujourd'hui, on veut de la simplification dans tous les domaines. Tous les domaines. Retrouver notre dignité, retrouver votre dignité. C'est important. Vous êtes des gens courageux. Et donc, le mouvement va certainement continuer en fonction de ce qui va se passer aujourd'hui, cette semaine. Effectivement, on n'a pas voulu cranter aussi fort, aussitôt. Edouard qui me regarde en souriant. Mais on ne se l'interdit pas. Nous sommes des gens responsables. Nous avons donné parole. Alors, je ne sais pas si le directeur du Leclerc est ici parmi nous. Hein, je l'ai eu par téléphone. J'ai tenu parole auprès du directeur de Leclerc comme quoi il n'y aurait pas de dégradation. Ceci dit, j'aimerais qu'il y ait une petite délégation, 5-10 personnes, qui aille faire un petit tour dans les rayons. On a des stickers ici, je crois, à disposition. Vous irez avec son... Enfin, je pense qu'il est là, ou avec les chefs de rayon, faire un petit tour, voir ce qui se passe. Parce qu'après tout, on a beau nous dire que tout ce qu'on consomme vient de France. Moi, je suis comme saint Thomas. Je crois que ce que je vois. Voilà. Et après on discutera. Et on ne s'interdit pas non plus d'éventuelles actions avec des partenaires commerciaux qui ne sont pas toujours très réglo avec nos pratiques. On est en ce moment en pleine négociation commerciale entre les industriels et les partenaires commerciaux. Bon, on sait qu'il peut y avoir des choses un petit peu compliquées. Et on est là aussi pour mettre cette pression, pour maintenir la pression. Voilà. C'est important, la souveraineté alimentaire, je crois que c'est un mot qu'on va marteler de nombreuses fois ce matin. C'est très très important. Je remercie à nouveau tous nos élus ici présents. Bon, je m'excuse, on ne vous donnera pas la parole, parce que j'entends ça et là, et oui, les uns et les autres sont en train de récupérer le mouvement, de politiser le mouvement. Il faut le rappeler, les FDSEA et les JA n'appartiennent à aucun mouvement politique, et nous sommes libres. Ce qui ne nous empêche pas de regarder et de voir ceux qui nous écoutent et ceux qui ont une oreille attentive à nos sujets. Voilà. Je pense que je me suis fait comprendre. Alors maintenant, je vais appeler des responsables des filières Pardon, Edouard, je t'ai laissé la parole. Un mot, Edouard. Mon homologue SG, parce que quand même, je t'ai embêté, je t'ai dit qu'il ne fallait pas amener de fumier et tout. Si je te laisse pas la parole, tu vas me détester. Non, il n'y a aucun problème. Non, je voulais juste vous remercier d'être aussi nombreux, parce que ça fait depuis 3 jours là qu'on est pas mal impliqués tous les 4, dans la JAFD, et ça fait plaisir d'avoir autant de monde. Moi, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de monde, de s'impliquer et d'avoir autant de réponses. Après, vos discours ont été très complets, donc j'ai rien à rajouter là-dessus. Encore merci d'être venu. Bravo, Edouard. Merci Jean-Louis. Eh bien, écoutez, je pense que tout vous a été dit tout à l'heure. Effectivement, hier soir, il y avait les vœux de la Chambre, et je voudrais revenir un petit peu sur l'essentiel de mon propos. C'est dire qu'aujourd'hui, les solutions, effectivement, on attend beaucoup de l'État, et l'État doit apporter des solutions, mais nous réglerons les problématiques de l'agriculture dans une approche globale sociétale. Et effectivement, aujourd'hui, si la société ne nous accompagne pas, alors effectivement, je salue aujourd'hui le président du département qui est là, avec qui on travaille au quotidien pour faire le lien
avec les Loiretains, avec la société, et c'est important. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, si la société n'accompagne pas le monde agricole, on n'arrivera à rien aujourd'hui. Alors j'entends effectivement aujourd'hui une société qui veut beaucoup de choses. Hein. La société veut de la qualité, elle veut que les tracteurs ne fassent pas de bruit, elle veut que les vaches ne meuglent pas, elles veulent des prix, elles veulent habiter en milieu rural parce que c'est sympa, mais ne pas être embêté. Moi je crois que c'est légitime en fait de vouloir les choses. Mais arrivé à un moment, il faut savoir un petit peu reconnaître ce qui existe, et puis il faut savoir aussi redonner les choses. Et moi j'attends beaucoup aujourd'hui, j'insiste là-dessus, que la société s'engage. Effectivement, je l'ai bien dit au préalable, l'État doit apporter des solutions, hein, on en a tous besoin, mais il faut avant tout que notre société s'engage. Voilà. Et puis, parce que la société doit s'engager par rapport à la dignité de notre métier. On est des métiers de passion où au quotidien on travaille avec le vivant, on travaille au cœur de notre territoire, on développe une économie territoriale. Aujourd'hui, sur le département du Loiret, s'il n'y avait plus d'agriculture, nos paysages ne ressembleraient pas à ceux qui sont là, notre économie ne sera pas la même, les emplois ne seraient pas les mêmes. Donc on voit bien qu'en fait que c'est une structuration globale de nos territoires qui est importante. Et voilà, bon, c'est tout ce que je voulais vous dire, parce que je ne vais pas prendre la parole de mes amis qui défendent la profession. Et voilà. Merci Jean-Marie, on peut l'applaudir, merci. Je pense qu'on défend tous la profession, merci beaucoup Jean-Marie. Je voudrais revenir sur des sujets aussi qui vous tiennent à cœur. L'accès à l'eau. L'accès à l'eau. Ah. Est-ce que je vais pouvoir un jour arroser? C'est ça que certains d'entre vous se disent. Moi je vous dis oui. Moi je vous dis oui parce que je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Et puis de toute façon, si je vous dis non, ça veut dire qu'il y a certains territoires qui vont aussi crever. Voilà, tout simplement. Voilà. L'accès à l'eau, sécurisons l'accès à l'eau. Là encore, l'idée n'est pas de siphonner toute la ressource. On n'est pas stupide. On ne nie pas le changement climatique puisqu'on le vit au quotidien. Mais si demain, on n'arrive pas à avancer sur ces sujets-là, on n'y arrivera pas. Donc l'accès à l'eau, c'est primordial. Après, sur les phytos, alors forcément, les phytos, quand on dit oui, vous communiquez sur les phytos, c'est casse-gueule, ceci, cela. Ben, les phytos, ce n'est plus ni moins que les médicaments. S'il n'y a pas de médicaments, s'il n'y a plus de pharmacie, on n'arrive pas à se soigner. Et ben moi, si j'ai plus de phytosanitaire demain pour lutter contre les maladies fongiques, pour lutter contre les adventices, toutes ces choses-là, et ben ça ne marchera plus. Alors bien sûr qu'on est conscient des efforts à faire, bien sûr qu'on les fait les efforts, mais quand même, admettons que ça suffit aussi là dans ce niveau-là. Des ZNT, alors les ZNT, 5 mètres au bord du cours d'eau. Après, quand on regarde le produit, ah oui, mais attends, là, la buse antidérive, ok. Bon, après, ce produit-là, c'est 20 mètres. On s'y retrouve plus, ça suffit. Voilà. Les remplissages de cahiers d'épandage, vous connaissez ça par cœur. Et maintenant, le CSP. Aujourd'hui, je crois qu'il y a à peine... alors, CSP, pour ceux qui ne savent pas, parce que ça peut arriver qu'il y en a qui ne sachent pas. Comment ? Suppression du CSP, le Conseil stratégique phytosanitaire. Ça veut dire, grosso modo, qu'en fait, plus on a été à l'école pour se former, plus on nous prend pour des cons parce qu'on est censé pas savoir se servir de ces produits-là. Donc en fait, on demande tout simplement, c'est pas de repousser, c'est pas de ceci, c'est de supprimer le CSP, supprimons le CSP. Je pense qu'on peut y arriver, nous pensons qu'on peut y arriver. C'est quand même, c'est une entrave en plus. Et finalement, mis bout à bout, toutes ces petites entraves là, voilà, un petit coup de CSP, un petit coup de ZNT, un petit coup d'arrêté sécheresse avant même que les cours d'eau se baisse, et bien tout ça, ça nous met des boulets aux pieds. Ça nous décourage. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On perd des parts de marché au niveau européen, au niveau mondial, et on recule sans cesse. Et pendant ce temps-là, les autres pays, ils vont nous inonder. Et nous, qu'est-ce qu'on va perdre une nouvelle fois? On perdra notre souveraineté alimentaire. Je pense qu'il est grand temps que tous nos politiques se rendent compte de ça. Alors vous allez me dire peut-être que, sans faire de populisme, peut-être que le pouvoir politique est devenu urbain. C'est possible. Mais quand même, ils ont tous des racines rurales. Ils doivent bien se rappeler que ce qu'on mange tous les jours, ça vient pas forcément, ça vient pas que des rayons qui sont là derrière nous, ça vient déjà de la terre. Voilà, faisons attention à tout ça. Faisons attention à ceux qui produisent. Aujourd'hui, on est de moins en moins et c'est dangereux. C'est très très dangereux. Voilà. Donc, supprimons toutes ces entraves. Parce que je pense qu'on a une fenêtre de tir en ce moment, on a une écoute. Le gouvernement est fébrile par rapport à ce qui se passe. Il a raison de l'être. Nous sommes responsables. La FDSEA et les GIA sont des gens responsables. Vous le prouvez encore une fois ce matin.
Par contre, il faut qu'on nous écoute. Il faut qu'on nous écoute, sinon ça va monter d'un cran. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir comme message aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous se disent, bon, ils sont bien gentils, ils nous font venir là derrière un supermarché. Je dois vous rappeler que ça s'est préparé cette manif là en 2 jours de temps. Dimanche, lundi, donc on a fait vite. Je suis agréablement surpris de votre participation. Je dois le redire une nouvelle fois, ça fait plaisir parce que vous savez, des fois quand on fait du syndicalisme agricole, ça peut nous arriver d'avoir l'impression de ramer dans le désert. Parce qu'en fait, on fait plein de choses et puis quand on voit les collègues les uns les autres, bah oui mais ça c'est pas assez, ça c'est trop, enfin c'est surtout pas assez. Mais c'est normal, c'est humain de vouloir plus et c'est humain de vouloir plus pour vos conditions de travail à vous. C'est normal, c'est légitime, vous en avez le droit. Et donc nous, on a un devoir de vous apporter toutes ces réponses-là pour faire en sorte que vos vies quotidiennes aillent mieux. Voilà, c'est ça qui est important pour nous. Je vais m'arrêter un petit peu ou faire une pause parce que je pense que je peux reprendre aussi. Je vois les responsables des filières. Ludovic, pour la filière avicole, si tu veux venir parler, quelques mots, beaucoup de mots. On peut applaudir Ludovic parce qu'il fait un gros boulot au niveau de la filière avicole. Très discret, mais gros boulot, c'est important. Merci Jean-Louis pour ce discours de politique générale. Je pense que on peut encore l'applaudir. Et si tu veux aller à l'Assemblée nationale vendredi pour prendre la parole à la place de notre Premier ministre, je pense que ce serait presque plus efficace. Merci pour ton tour. Juste quelques mots pour parler de la filière avicole. En quelques chiffres, enfin en un chiffre, 2 chiffres même. Il y a 5 ans, on avait 46% d'importation de volailles en France. Aujourd'hui, on est rendu à plus de 51-52%. C'est-à-dire que plus qu'un poulet sur 2 consommé en France est étranger. De l'Europe, mais aussi de la zone hors Europe. L'Ukraine, on a touché quelques mots. Je ne veux pas faire de politique, je ne vais pas... Voilà. Ce qui se passe là-bas, c'est dramatique. Mais en dédouanant, en détaxant la douane au niveau européen, on a fait augmenter une importation de plus de 150 à 180% de volailles qui vient de l'Ukraine. Ça déséquilibre complètement les marchés. Et la preuve, c'est qu'il n'y a pas que nous qui avons un ras-le-bol. La Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, tous ces gros producteurs de volailles aujourd'hui, qui sont aussi nos concurrents, il faut être très clair, sont en train de manifester aujourd'hui contre cette importation massive et incontrôlée de l'Ukraine. Ce sont des produits qui ne respectent même pas la moitié des normes européennes. Et comme nous, on est toujours au-dessus des normes européennes, en France, autant dire qu'ils ne respectent même pas le quart de la réglementation européenne et française, mais aussi de nos chartes qualité internes à nos entreprises. Ces nouvelles normes provoquent chez nous effectivement une hausse de charges, du travail supplémentaire qui n'est pas compensé. Le contrat aujourd'hui, en volaille, en chair, en œuf, le bio, je peux en toucher 2 mots sur le bio, ça ne compense pas ces hausses de charges dues à des réglementations qui, parlons franchement, n'a pas beaucoup de sens. N'a pas beaucoup de sens, sur certains points. Aujourd'hui, on est derrière le supermarché, enfin le parking, ou à côté des poubelles, ou d'un grand supermarché, où leur patron, à chaque fois qu'il parle de l'agriculture, il parle du bas prix. Toujours du bas prix, toujours du bas prix, toujours ça. Cette politique, elle est dangereuse parce qu'elle provoque de l'importation et elle provoque de la misère dans nos campagnes françaises. Ça suffit, ça suffit. Tout à l'heure, on va peut-être aller voir ce qui se passe dans les rayons. Mais dans la rayon volaille, je sais ce qui se passe. Ça va être étiqueté France, France, France. Les escalopes, le poulet, la dinde, ça va être du Magny français. Ce qui se passe derrière, c'est tous les produits consommés, transformés, qui, eux, c'est de l'importation. Dans les restaurants, c'est pareil. Dans les foyers, dans la consommation hors domicile, c'est pareil, c'est que de l'importation. Et nous, ce qu'on demande, c'est clairement plus de transparence, de l'étiquetage. Aujourd'hui, on a les moyens technologiques en mettant un flashcode sur... voilà, on a la liste de tout ce qui provient. Aujourd'hui, ça nous est systématiquement refusé.
auprès du gouvernement, les différents gouvernements successifs, c'est systématiquement refusé. On sait que ce n'est pas forcément la solution, mais ça en fait partie. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on demande aujourd'hui, plus de transparence auprès des consommateurs, parce que aujourd'hui, les consommateurs ont le droit de savoir ce qu'ils mangent. Et juste, je vais finir juste deux mots, par rapport au bio et aux signes de qualité. Aujourd'hui, avec la baisse du pouvoir d'achat, on voit la consommation des gens qui baissent leur niveau de consommation. C'est-à-dire que ceux qui avaient l'habitude de consommer du bio, ben, ils font un peu du label, ou le label, etc. La consommation va se transformer vers du standard, et du standard, ça va être de l'importation. Ça suffit, quoi. À un moment donné, les bio, aujourd'hui, sont dans une situation catastrophique. Catastrophique. La semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec un agriculteur de la Nièvre, bio, céréales bio, volailles bio, et il est en situation c'est une situation dramatique sur son exploitation. C'est pas normal. On veut des signes de qualité et on les paye pas. Mais ça, c'est valable dans le volaille, mais dans le lait, vous connaissez le même problème. Dans les céréales, pareil. Donc voilà, là, il y a un vrai malaise et il y a un vrai ras-le-bol de la filière volaille, mais aussi, je suis céréalier, voilà, il y a un vrai ras-le-bol général. C'est ça qui est aussi dangereux dans le sens. Quand il y a un vrai problème sur l'ensemble des filières et sur le moral de nos agriculteurs, là, il faut qu'on réagisse et il faut que nos politiques réagissent. Merci Ludovic, bravo. La céréale est très importante. Il y a des représentants aussi du monde betteravier, je crois qu'il y a Alexandre qui est là avec nous, qui veut dire un petit mot. Cédric après qui viendra, parce que Cédric, il s'est un peu éloigné, il est à l'Europe, mais là quand même aujourd'hui il est là avec nous, donc Cédric il viendra. Juste un petit mot pour faire un point sur la situation de la filière betteravière. Vous dire qu'en 5 ans on a fermé 5 usines en France, une par année environ, dont une en Centre-Val de Loire, que les surfaces de betteraves sont passées de 480 000 hectares à moins de 400 000 hectares, et surtout qu'on est passé derrière l'Allemagne. C'est historique, la France était le premier producteur, et depuis l'année dernière on est passé derrière l'Allemagne. Alors pourquoi ce constat ? La principale raison, c'est le manque de moyens de production. Vous avez tous entendu parler de la crise de la jaunisse qui a eu lieu en 2020. On s'est battu en 2020, je vois Marianne Dubois qui est là, pour avoir le retour des néonicotinoïdes. 2 années, et la 3e année, c'est une décision de la Cour de justice européenne qui nous interdit d'utiliser ce produit. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un plan de recherche qui est mis en place, on travaille sur la recherche, mais il faut du temps. Le temps c'est long, l'agriculture c'est long, c'est une saison par an, quoi. Donc on continue à travailler, on a des moyens de production qui ne sont pas suffisants et surtout qui ne sont pas les mêmes que les autres pays européens. En Allemagne, on utilise de l'acétamipride, pas en France. Les Anglais, alors vous allez me dire, c'est pas l'Europe, l'Angleterre, mais c'est quand même pas si loin. Ils viennent d'accorder des néos pour l'année prochaine, et pas nous. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on commence à importer. Je parle du sucre ukrainien, une catastrophe pour la filière sucrière, quoi. Alors, on a encore le choix de faire bouger les choses. Je pense que si tous les directeurs sont là aujourd'hui, c'est qu'on a encore la motivation de faire bouger les choses. On compte sur les politiques, parce que souvent, sur ces sujets-là, c'est la loi française qui est plus forte, plus dure que la loi européenne, quoi. Donc il faut quand même je m'adresse aux politiques, qu'on fasse évoluer les choses pour qu'on continue à faire évoluer notre filière, parce qu'on a une filière qui est locale, qui produit des produits locaux, sucre, alcool, éthanol, dont on a tous besoin et dont on a tous entendu parler. Donc moi je suis confiant pour l'avenir, mais je comprends, j'ai le désarroi des agriculteurs aujourd'hui, il y a trop d'incohérences et trop de choses qui nous empêchent de produire librement. Bonjour à tous. Bon, ça fait longtemps qu'on n'était pas monté sur une remorque. Hein. C'est bien Jean-Louis, c'est bien. Ton baptême du feu, surtout une baptême. J'espère que c'est un plateau Sologno. Voilà. Donc bonjour à tous. Alors, bon, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, il y aurait 2 points de vue, comme tu l'as dit. Il y a le point de vue européen et le point de vue français. Ce que je remarque, et ce que je dirais en direction de l'administration française, c'est que souvent c'est la faute à l'Europe. Oui, il y a certainement des réglementations européennes qui descendent de Bruxelles, mais pas que. Et notre gouvernement, notre État, notre administration a souvent tendance à rajouter des couches à ce qui est fait initialement à Bruxelles. On parlera par exemple de la homologation, alors c'est un totem hein, du glyphosate sur lequel l'État français voulait mettre des contraintes supplémentaires. Et clairement, mes collègues européens
me disent « Tenez bon les Français, parce que le bordel, il vient quand même de chez vous. » Donc, il faut le rappeler, il y a certainement des règles européennes, il faut des règles, on est dans un marché unique, mais en France, on a quand même tendance à rajouter certaines choses. Je parlerai par exemple du plan Éco-Phyto, vous en avez encore entendu parler, où on en met encore une pression supplémentaire, où on exige de mettre fin à un certain nombre de matières actives. Et je voudrais dire aux journalistes là, qui sont là, c'est vrai que c'est un sujet un peu casse-gueule les phytos, mais nous, le souhait, il n'est pas de mettre des phytos, il est simplement de produire. Donc, le jour où on aura par exemple des alternatives aux phytos, je pense par exemple à un texte qui est en train de se jouer sur les nouvelles techniques génomiques. Est-ce que demain on pourra avoir des variétés résistantes à certains insectes? Il y a Alexandre qui vient de parler. On a mis la charrue avant les bœufs en betterave sucrière par exemple. On a interdit les nennis avant d'avoir une alternative. Résultat, il y a 2 ans, on s'est pris une gamelle. Cette année, en Eure-et-Loire, il y en a encore qui se sont pris des gamelles. Et aujourd'hui, pourquoi les agris hésitent parfois à semer, et il a parlé des baisses de surface, Alexandre, c'est parce qu'au-delà du prix, eh ben, si c'est pour se prendre une gamelle tous les 3 ans, en tant qu'agriculteur, on n'a pas envie d'implanter, ce qui est normal. Donc il nous faut une sécurité des gages sur notre capacité à produire. On perd petit à petit, de toute manière, une capacité de production. On le voit bien. On le voit sur tous les territoires et sur un certain nombre de productions. Et donc, cette spirale infernale du toujours moins, il faut l'arrêter et vraiment mettre en acte de la recherche par rapport à notre capacité à produire. C'est ça qui est essentiel. Il faut se donner aussi des perspectives d'évolution. Sans ça, je pense clairement ce qui a été vu sur les importations, ça va empirer. Alors, je m'excuse, je vais prendre mon téléphone. Je vais donner... J'ai reçu tous les chiffres en fait d'import-export par rapport à nos collègues d'Ukraine. J'espère que les journalistes entendent bien ce que je vais dire. Entre 2021 et 2023, importation venant d'Ukraine multipliée par 2,5. Importation de blé multipliée par 20. Importation de tournesol multipliée par 11. Sucre multiplié par 10. Les œufs multipliés par 1,4. Alors qu'on soit clair sur le sujet ukrainien, et qui est en train de se discuter aussi à Bruxelles. Il y a un conseil des ministres là, depuis hier. C'est pas de se désolidariser de l'Ukraine par rapport aux conflits qu'ils vivent, mais c'est qu'à un moment donné, les agriculteurs ne peuvent pas être l'unique variable d'ajustement par rapport au marché agricole. Donc il faut qu'on trouve des solutions, et à un moment donné, on doit être solidaire. L'effort de guerre, il est soutenu par l'Europe, il est aussi soutenu par les États-Unis, mais en tant qu'agriculteur, il faut savoir dire stop. Oui, on est solidaire, mais non, on ne peut pas tout accepter. Je pense que c'est la chose essentielle. Pour autant, le logiciel européen doit changer. Et on l'a fait comprendre récemment. Je ne sais pas si vous regardez un peu la presse, on a quand même réussi à faire échouer certaines directives européennes, ce qui n'a pas plu à certains députés, notamment M. Canfin, qui nous a un peu tensé. Et je pense qu'il y a des moments, il faut savoir aussi s'organiser, amener la preuve et faire échouer des votes au Parlement. Et la direction de l'Europe, elle va se décider bientôt. Hein. Dans 6-7 mois, on est sur des élections européennes. Il ne s'agit pas d'avoir une Europe qui soit recroquevillée sur elle-même, mais il s'agit d'avoir une Europe qui soit juste vis-à-vis de ses paysans. Et on est dans de l'équité vis-à-vis de ce qui rentre, ça a été dit tout à l'heure, et vis-à-vis de nos facultés à produire. Je pense que ça, il va falloir le faire comprendre. C'est pour ça que de toute manière, depuis une semaine, germe l'idée d'une mobilisation à Bruxelles, mais qui ne soit pas uniquement franco-française. Hein. Je pense qu'il va falloir qu'on se mobilise, mais au moins 6-7 pays européens à Bruxelles, pour montrer que nous existons et que nous avons un projet agricole, et que l'Union européenne ne doit pas être dans le coercitif, mais elle doit accompagner exactement les agriculteurs, mais autrement par une réglementation qui vous dit, évidemment, de semer à telle date ou de ne pas le faire à telle date, d'arrêter, par exemple, de tailler les haies avant le 15 août ou des choses comme ça. Voilà. Je pense que le message, il est clair, Sébastien l'a dit, aujourd'hui c'est le premier jour d'une mobilisation qui va certainement gonfler et se déplacer sur d'autres territoires que le territoire français. Je vous remercie. Merci Cédric. Merci Cédric. Tous les jours. Le CSP, clairement, on n'en veut plus. Les ZNT, les zones riverains, clairement, on en a ras-le-bol de se gérer ces conneries comme ça.
Donc ça, on arrête. Mais il y a aussi d'autres points, et les volailles ont été évoquées, il y a les dégâts de gibier. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils sèment des tournesols parce qu'il faut de la diversité de culture sur nos exploitations. Alors nous, on veut bien faire de la diversité de culture, pas de problème, mais il nous faut des moyens pour pouvoir produire des tournesols, des petits pois et ainsi de suite, et pas être emmerdés avec des pigeons et des corbeaux. Donc les autres... Donc toutes ces choses-là doivent être interdites. Les choses sont posées sur la table aujourd'hui. Le rassemblement, il est clair. Aujourd'hui, on fait un rassemblement tous ensemble. On est en arrière-plan, certes, mais la semaine prochaine, dans les semaines à venir, pardon, il va falloir qu'on se mobilise. Et se mobiliser, ça va être de bloquer, très clairement. Aujourd'hui, c'est le début du match. Donc, on n'est encore pas au bout, mais au bout, on veut la victoire. Et le message aujourd'hui, il est très clair. C'est le début du match, mais c'est agricole. On veut personne d'autre avec nous, on ne veut pas des routiers, on ne veut pas des taxis, on ne veut pas de choses comme ça. Parce qu'à la fin, qui c'est qui va perdre dans les médias? Ça va être le monde agricole. On veut que ça reste purement agricole, que ça soit que pour nous. Et la victoire, on la veut à la fin. Voilà. Mais par contre, on ne lâchera rien. Aujourd'hui, on ne lâche rien, on a trop lâché par le passé. Merci. Olivier, un mot sur l'eau. Alors l'eau, c'est vraiment le sujet important, prépondérant. Et Olivier, le lâche rien aussi sur l'eau. Je pense que comme vous allez l'entendre, enfin, tout le monde le connaît, mais ceux qui ne connaissent pas, quand ils vont l'entendre, ils vont être rassurés s'il y a besoin. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de voir tous ces agriculteurs du Loiret qui se sont déplacés aujourd'hui. Moi, je m'occupe plus particulièrement de l'eau, mais comme disait tout à l'heure, on lâche rien. Dans le Loiret, on est une équipe. Moi, je suis le syndicat des irrigants du Loiret. Il y a les responsables de chaque bassin. On a le président de l'organisme unique. On a Sébastien qui s'occupe du syndicat des irrigants au niveau national. Et avec le réchauffement climatique, qu'est-ce qui se passe? Demain, l'accès à l'eau va être indispensable pour de plus en plus d'agriculteurs dans le Loiret. Aujourd'hui, il y a 1500 agriculteurs qui irriguent. Je me trompe peut-être sur les chiffres. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, pour vivre dans notre département, on aura besoin d'un accès à l'eau plus important. Alors quand j'écoute les médias, ça tombe bien, ils sont là aujourd'hui. Quand j'entends que l'eau se raréfie, c'est faux. Voilà. Avec le réchauffement climatique, avec 1 degré de plus, c'est 7% de pluviométrie qui tombe de plus à l'année. On a connu le mois de février hyper sec, le mois de juin, le mois de mai. Au bout du compte, on a dépassé la moyenne des 30 dernières années en pluviométrie. Au mois de décembre, moi de temps en temps, je vais voir le Pont-Royal à Orléans. Et en décembre, le débit de la Loire était de 1000 m3 secondes, et cela pendant 15 jours. Qu'est-ce que c'est que 1000 m3 secondes? Ceux qui ont une calculette, ceux qui auront le temps, ils pourront regarder. Bref, en 4 jours, il est passé sous le Pont-Royal la consommation de l'eau agricole du Loiret. En 4 jours. Et on vous dit à la télé qu'il n'y a plus d'eau. C'est faux, de l'eau il y en a. Il faut qu'on la gère. Et pour la gérer, il faut un plan Marshall. Il faut avoir une volonté politique de faire du stockage, de la réutilisation d'eau. Bref, il faut s'interdire rien. Je dirais, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Ce qui est sûr, c'est de regarder l'eau qui coule dans la mer et la mer, elle monte. Je pense qu'on peut peut-être prélever un petit peu de l'eau de la Loire, parce qu'on a de la chance, notre département est traversé par la Loire, afin de recharger soit des retenues collinaires, soit recharger la nappe. On a le département où c'est le département où il y a le plus de surface irriguée en France, le Loiret. Et pourtant le soleil, c'est les Landes. Hein. Donc ça veut dire que ça fait déjà des années que l'eau est indispensable pour nous outils de production, que ce soit la grande culture, l'élevage, après vous avez le maraîchage, bref, pour toutes les plantes, de toute manière. Quand il fait chaud, il leur faut de l'eau. C'est comme nous, on aime bien prendre une douche quand il fait chaud. Je ne suis pas d'accord que le monde agricole, on lui dise il faut absolument qu'il y ait des restrictions pour le monde agricole. On a besoin d'eau, il faut qu'on trouve des solutions. Mais les solutions, c'est pas on ne fait rien. Les solutions, on a rencontré avec la Chambre d'agriculture les gens du BRGM. Des solutions, il y en a.
afin de faire du stockage d'eau. Et à partir de là, si on a plus d'eau, eh bien, il y aura plus d'eau dans les nappes, il y aura plus d'eau dans nos réserves, les rivières vont couler, on aura les zones humides qui vont retrouver vie, et il y aura de l'eau potable. Conclusion, on a des solutions. L'avenir, c'est nous qui l'écrivons, et c'est aux hommes politiques de nous laisser travailler et d'arrêter d'écouter une minorité de la population qui emmerde tout le monde. Voilà. Merci. Pour relayer les propos qui viennent d'être dits, un hydrologue au niveau national a expliqué tout bêtement que la totalité de l'irrigation française, qu'elle soit agricole, communale, les golfs, les industriels, tout ce qui est irrigation, c'est 5% de la masse d'eau qui est rejetée en mer par nos fleuves. 5%, c'est quoi? Donc il suffit d'en capter une partie intelligemment pour avoir plus de problèmes d'irrigation. On n'a pas du tout à être fier, même être honteux par rapport à l'eau, par rapport à ce que nos grands-pères ils ont fait. Les barrages qui ont été faits, qui permettent aujourd'hui à des régions du Grand Sud d'irriguer, aller faire un barrage maintenant en France, on n'y pense même plus. On n'ose même plus dire faire un barrage à un endroit, est-ce que ça viendrait à l'idée d'en parler? On n'ose même plus dire il faut faire un barrage pour retenir de l'eau. Alors pour l'arboriculture, c'est bien simple, sortez les appareils photo, vous avez un rhinocéros blanc devant vous, c'est en voie de disparition. Dans le Loiret, on a encore 5-6 unités significatives. Aucun enfant a envie de reprendre. Pourquoi? Parce que le papa que je suis n'a pas du tout poussé ses enfants à reprendre. Ça, c'est pas bien. Et mes collègues aussi. J'en discute assez souvent avec 2 de mes enfants qui, de temps en temps, ont la fibre, me disent à la fin de la conversation, non, mais on n'a pas envie de vivre ce que tu as vécu. Aujourd'hui, moi, on me demande d'aller produire sur 19 hectares de cerisier, d'investir aujourd'hui à peu près 4 000 € à chaque hectare pour amener une récolte pendante. Sur les produits phytosanitaires que j'ai besoin pour venir à bout de la drosophile, j'en ai commandé que 2 aujourd'hui. J'ai 3 produits que je saurais si j'ai le droit de les utiliser 15 jours avant la récolte. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ça fait 10 ans que ça dure que les 3 produits principaux qu'on nous met tous les ans en autorisation provisoire, ben on le sait 15 jours, 3 semaines avant la récolte. Ben moi j'en ai marre. Quel entrepreneur, parce qu'un agriculteur c'est quand même un entrepreneur, on entreprend. Quand on décide de planter un verger, c'est pas pour 8 jours. Un verger de pommier, à la rigueur, ça va très vite. Un verger de poirier, il faut 10 ans pour que ça produise régulièrement. Si aujourd'hui j'entreprends de planter un verger, il faut que je sache les outils sanitaires que je bénéficierai. Aujourd'hui, on ne sait jamais comment on va avoir et comment on va arriver à produire. De 42 tonnes de moyenne à l'hectare de production de poires que je faisais régulièrement, aujourd'hui je plafonne largement et maximum 34 tonnes hectares de moyenne. C'est pas parce que je suis devenu plus mauvais, c'est que tous les ans j'ai une parcelle à laisser l'autonome. Ah, bah on récoltera rien là-dedans parce qu'au printemps, les boutons ils sont morts parce qu'ils se sont fait piquer à l'autonome. On n'avait rien pour les traiter. Ben ouais. Alors il a fallu quand même le tailler ce verger parce que vous n'allez pas le laisser quand même comme ça. Voilà. Alors, on a payé la taille, il faut se pencher là-bas. Ah, mince. Le printemps arrive, les fruits grossissent.
Ah, il y a un peu de cécidomie des Boirettes. Ah, allez, c'est encore 3-4%. Et bout à bout, ben, on a descendu de 20%. Donc à la place d'avoir un diviseur pour mes coûts hectares à 42 tonnes, ben, on arrive à 35 tonnes. Le produit, il augmente. Le consommateur, il en achète moins parce qu'il est trop cher. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours. Aujourd'hui, moi, j'entends chaque production qui est différente et qui a des problématiques différentes dire c'est l'Europe, c'est la France, c'est le machin, c'est le bidule. Moi, aujourd'hui, on me mettrait avec les mêmes produits que mes copains espagnols, mes collègues belges, ils ont, moi, j'arriverai à produire. Moi, aujourd'hui, c'est que la transposition des règles françaises qui font que je ne peux plus produire dans mon putain de pays. Parce que, pardonnez-moi, mais je deviens peut-être mal poli, mais il y en a marre. Moi, j'ai donné une année de ma vie en kaki et j'ai été faire des missions à l'extérieur. J'ai la fibre de notre pays. Mais aujourd'hui, il y en a marre. C'est de la destruction tous les jours. Pourquoi qu'il y a 2 agriculteurs qui se suicident tous les jours? Parce que ces gens-là, ils sont fiers de ce que les parents et les grands-parents, ils leur ont laissé. Et aujourd'hui, quand ces gens-là, ils n'ont plus de revenus et qu'ils ne savent plus comment ils vont faire, eh ben, ils préfèrent faire une connerie que de pouvoir regarder leurs enfants ou leurs frères et sœurs ou autres et dire c'est moi qui ai bouffé la ferme familiale. Et je voudrais finir là-dessus. Parce que moi, tous les jours, ce que je demande, c'est entreprendre, mais entreprendre avec des règles honnêtes, avec les mêmes règles que mes concurrents. Pourquoi moi, je dois avoir 0 résidu dans mes produits, et puis que quand ça arrive du Chili ou autre, puisque la douane chilienne a tamponné un certificat comme quoi le produit est aux normes chez eux, les douanes françaises n'ont même pas le droit, ils ont interdiction d'aller faire des résidus, des analyses de résidus. Parce que le pays exportateur a tamponné comme quoi c'était légal. Des fois, on retrouve des trucs avec 600 fois la MLR, c'est la dose de résidus acceptable sur des produits étrangers lointains. Alors, ce n'est pas le cas pour les produits européens. Il faut modérer. Mais il y en a marre. Tout le monde a la même enseigne. Et si moi, je n'ai pas le droit d'utiliser un produit ou de pratiquer d'une façon ou d'une autre, tous les produits qu'il y a dans le magasin, là, ils doivent avoir la même sanction. Si moi, je n'ai pas le droit au glyphosate, il faut que le produit là-dedans, il n'ait pas eu le droit au glyphosate. Il y en a marre. Merci Thierry, merci Thierry. Merci Thierry, le message est passé. Le message est passé, tu as touché du doigt aussi un caractère social de la profession, c'est important de le rappeler, il y a des sujets qui étaient tabous, qui ne doivent pas être tabous. Je pense que si les uns et les autres d'entre vous ont des problèmes, je veux dire d'en parler, c'est pas un aveu de faiblesse, au contraire, on est bien d'accord. Moi, quand il y a un d'entre nous qui prend la décision ultime, c'est un drame à chaque fois, et ça veut dire qu'on a raté quelque chose. Il n'y a pas de honte à avoir des problèmes sur cette position, il n'y a pas de honte à avoir des problèmes sociaux. Surtout, parlez-en, ça c'était important. J'avais pas prévu d'en parler ce matin, mais ce que Thierry, tu viens de dire, c'est important de rappeler qu'on a tous droit à notre dignité. C'est important, voilà. Bonjour, merci pour le micro. J'ai pas grand-chose à vous dire, sauf 3 choses. Je suis apiculteur, je travaille chez certains d'entre vous, et mes abeilles ne meurent pas de l'agriculture française. Non, mais c'est important parce que je suis aussi bien dans le Gâtinais qu'en pleine Beauce, que ce soit au printemps ou à l'été, et mes abeilles, je n'ai jamais remarqué de mortalité due aux produits phytosanitaires, alors que je sais très bien qu'ils passent un coup de fongi le matin avant qu'on démarre la journée, ou qu'il y a d'autres produits aussi bien sur les pommes ou sur les poires ou quoi que ce soit. On a une agriculture française qui est peut-être la plus propre, comme disait Monsieur Lescure, et que si on doit vendre nos produits déloyalement, du moins avec une concurrence qui est déloyale en face de nous, c'est pas normal. Nous, en apiculture, je vais vous parler du miel. Tout le monde parle de l'importation et de la fraude qu'il y a dans le miel. Nous, on s'ennuie à faire du vrai miel, du bon miel. On vient chez vous pour faire du miel du terroir. Que ça soit en Sologne, on est chez des agriculteurs ou des anciens.
On est tout le temps, grâce à vous les agriculteurs, en position de faire notre travail. Nous, on est des fantômes du truc, on ne nous voit pas, les abeilles elles arrivent, elles repartent, et le temps qu'on ne tire pas une sonnette d'alarme, eh ben, on est écouté quand on la tire. Et l'histoire des glyphos, et je m'en excuse, les syndicats apicoles sont tenus par des amateurs. 80% des apiculteurs sont des amateurs. Et on n'a pas la même problématique. Moi, ce qui est marrant dans mon métier, c'est que le mec a 2 ruches, on lui dit t'es apiculteur. Je suis pas maraîcher parce que j'ai un jardin où j'arrive pas à faire pousser mes pommes ou mes tomates. Je suis pas maraîcher. Et pourtant, j'ai quelques tomates à la fin. Je suis pas autorisé d'aller les vendre sur les marchés. Nous, on a des amateurs qui viennent sur nos marchés et on est refusé de marcher en tant que professionnel parce qu'on a des amateurs qui sont là depuis plus longtemps que nous. Mais laissons vivre les agriculteurs. Laissons-nous vivre et faire notre travail. Et c'est ça la problématique. C'est qu'on préfère faire de l'argent que de faire de la vie, quoi. C'est simple, hein, c'est pas plus compliqué. Et quel que soit le domaine, hein, les céréaliers, moi j'ai rien contre vous. Et je travaille sur les colzas de Monsieur Rivière et j'en suis tous les ans très content d'y aller. C'est ça la vie. Et il n'y a pas beaucoup, je pensais que Nicolas Douillet, qui était votre représentant à la FNSEA, serait là, mais je me suis permis de prendre la parole parce qu'il est important de le dire, que vous ne tuez pas nos abeilles et que quand ça arrive, je l'ai remarqué une fois chez un copain qui a 1500 ruches, c'est arrivé sur 50 colonies, elles n'étaient pas mortes, elles avaient pris une belle claque, il y avait une problématique, mais on n'avait pas anéanti le système non complet. Et ça, il faut l'entendre, il faut aller voir les... Nous, en fait, on est votre sentinelle. Si vous travaillez bien, on le sait. Si vous travaillez mal, on le sait. Et je peux vous dire que j'ai jamais tiré la sonnette en disant « vous m'avez tué mes abeilles ». Et ça fait quelques années maintenant que je roule et je suis encore un GIA. Et j'espère continuer à bien le faire. Mais voilà, vous êtes notre travail. Vous parliez des champs de tournesol, c'est mon travail. C'est ce qui donne à manger à mes abeilles aussi l'été. C'est pas plus compliqué. Merci pour les 5 minutes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, on a les mêmes problèmes phytosanitaires que vous. Ils autorisent, dans l'abeille, on n'a pas le droit de donner d'antibiotiques à nos abeilles, uniquement en France. Alors maintenant, je veux savoir si tout le miel qui est d'importation, il n'aurait pas des résidus d'antibiotiques dedans, qui nous interdisent en France. Et c'est très bien de l'interdire, et on ne demande pas l'autorisation de l'avoir. Autant que l'abeille, elle meurt, plutôt que de nous nourrir de ces antibiotiques. C'était le deuxième point. Parce qu'en Roumanie, ils ont le droit d'utiliser un produit qui nous permettrait peut-être d'être plus efficace. Un produit qui est biologique, mais qu'on interdit en France parce qu'on ne veut pas lui donner l'AMM, parce que Veto Pharma, ils sont bien avec le produit que j'utilise. Et de le compléter avec un autre produit nous permettrait peut-être d'avoir moins de pertes sur nos abeilles. Et on est tout le temps en train de parler de la perte d'abeilles. En troisième point, c'était l'import du miel, entre parenthèses, ukrainien, qui prend beaucoup trop de place depuis qu'ils ont ouvert les portes. Merci. Merci beaucoup, merci. Bon, je suis rassuré, je découvre qu'on n'est pas les seuls à être accro au phyto. Voilà. Non mais... Nicolas, je te fais confiance pour faire rapide parce que je vois que vous impatientez tous et qu'après on va déjeuner. Bonjour à tous, je vais faire vite fait, plus la filière bovine, lait, viande. En France, on décapitalise énorme. Le maire a annoncé des mesures au sommet de l'élevage. On n'a pas de retour sur nos exploitations. C'est pas normal. Et la consommation de viande en France a 200 pas. Mais la production a 200 plus de 5% par an. Dans 10 ans, il y aura la moitié des éleveurs en moins. Et dans 20 ans, il n'y aura plus d'éleveurs. Voilà. Et là, c'est une vérité qu'on connaît au quotidien sur nos terres. Je redonne la parole à mon président préféré. Eh bien merci, donc je vais faire très vite parce que tout a été dit ce matin dans les nombreuses interventions. J'en retiens une première déjà, et ça a été exprimé, on a parlé des agriculteurs qui étaient des entrepreneurs. Les agriculteurs, c'est des hommes et des femmes qui entreprennent pour des territoires vivants et dynamiques. Et aujourd'hui, on veut continuer, je vois des représentants du département, des parlementaires, on veut continuer à faire vivre notre département du Loiret grâce à l'agriculture. Le Loiret, sa vitalité, c'est l'agriculture, c'est la transformation qu'il y a autour de l'agriculture. Donc aujourd'hui, il faut vraiment continuer à défendre ces agriculteurs que nous, qui sommes des entrepreneurs du vivant. Deuxième point, ça a été répété, je dirais il y a 3 axes qu'on veut défendre. C'est la légitimité du métier.
Et on l'a entendu dans vos nombreuses interventions, toute la remise en cause autour du modèle agricole. Aujourd'hui, c'est plus possible. Les agriculteurs, on est vraiment acteurs des transitions, mais on ne veut pas avoir d'injonction. Demain, il faut que les réalités, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse continuer notre métier, et c'est notre place aussi dans la société. Il y a le revenu, la compétitivité aussi, qui est le deuxième point. On en a parlé. N'apportons pas l'alimentation qu'on ne veut pas. Aujourd'hui, on est mis en concurrence avec une réciprocité des normes qui n'est pas là. Des exploitations au Brésil, c'est 500 000 hectares, avec 70 molécules qui sont inutiles et qui sont interdites en France depuis de nombreuses années. Les élevages de volailles, mais ça a été dit, je pense, par Ludovic, en France, on juge comme un élevage de volailles industriel à plus de 20 000 poules. En Ukraine, c'est 2 millions de poules. Et aujourd'hui, les barquettes, toutes découpées, nous arrivent dans nos magasins. Et après, c'est l'exercice, le troisième point, l'exercice de notre métier. Et là, ça a été aussi exprimé. C'est toutes les normes qui nous incombent, qui sont ubuesques. L'agriculture, c'est de l'agronomie, c'est de la météo. On l'a vécu cet automne encore. Et on nous remet des normes pour justifier qu'on n'a pas pu aller implanter nos céréales dans nos parcelles. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que la colère gronde. On est tous motivés pour faire entendre notre métier. C'est qu'on y croit encore. Je vous remercie de ne pas être résignés, de ne pas être restés chez vous, parce que on est trop nombreux parfois à être résignés et à pu venir quand on a une manifestation, mais aussi quand on a des réunions, plus de réunions de travail. Et vraiment l'encouragement en termes de conclusion, il ne faut pas être résigné. Là, on va avoir un moment d'échange avec un casse-croûte. Je vous l'ai dit, on a des journalistes, on a des parlementaires, on a des élus politiques. N'hésitez pas à aller parler. Prenez la parole, dites ce qui ne va pas chez vous. Il y avait un certain nombre de personnes d'entre vous qui avaient un panneau avec des normes ubuesques. Dites-le simplement, avec vos mots. Profitez de la journée pour le dire. Profitez de la journée pour échanger entre vous. Et en guise de conclusion, on vous tient au courant. On attend les annonces de Gabriel Attal. Si les annonces ne sont pas là, comme je vous l'ai dit au départ, on se reverra très bientôt. Merci, merci et profitez de votre journée. Juste, on voulait faire une petite photo avec les Karine qui distribuent les articles. Pas tous. Et j'en profite pour remercier tout le monde. Vous êtes tous venus ce matin, ça fait super plaisir, ça fait chaud au cœur, je vous le dis. Il y a aussi les ETA qui sont avec nous ce matin. Je ne sais pas si enfin, tout le monde est là. Franchement, ça nous redonne du tonus parce que des fois, on a bien besoin. Et je voudrais aussi remercier le staff FDSEA, des gens comme Karine, Adrien, qui ont fait un boulot dingue depuis dimanche. Karine, on était au téléphone tout dimanche avec elle. Et ça, c'est important de savoir compter aussi sur nos collaborateurs. On ne les met pas assez souvent en avant. Je voudrais qu'on les applaudisse. Karine et Adrien et toutes les équipes qui sont dans les bureaux. FDSEA, JA, bien sûr. On s'est tout dit. Je vous aime. Nous vous aimons. Alors, Monsieur Méry, responsable de la FNSEA du Loiret, on a senti dans votre discours quand même peut-être un durcissement, alors pas seulement à votre niveau, mais au niveau national. On a reproché, beaucoup d'agriculteurs ont reproché à la FNSEA de peut-être une certaine mollesse. C'est ce qui n'a pas transparu dans votre discours, puisque vous avez dit que les prochaines actions seraient sans doute beaucoup plus dures. C'est une inflexion de la FNSEA de vouloir se rapprocher peut-être d'agriculteurs qui vous reprochaient une certaine mollesse ? Non, du tout, je réprouve vos propos. Aujourd'hui, on était déjà mobilisés au mois de novembre avec l'action retournement des panneaux, avec l'action on marche sur la tête. Donc on est au travail pour dénoncer depuis de nombreux mois les incohérences que subissent l'agriculture et on est dans la continuité. Aujourd'hui, les nombreux agriculteurs, comme vous avez vu, sont venus exprimer leur mécontentement. L'action est une action depuis de longue date pour exprimer vraiment ce mécontentement. Et aujourd'hui, oui, vous le dites, on durcit parce qu'on n'est pas écouté. On n'a que des mots, mais on attend des actes. Alors le conflit agricole s'étend dans de nombreux pays. On a encore entendu aujourd'hui plusieurs pays qui rejoignaient, pour certains, des revendications totalement différentes aux vôtres. Mais est-ce que nous sommes à l'approche d'un conflit agricole européen massif ? Il y a dans de nombreux pays de l'Europe un mécontentement.
Alors le mécontentement n'est pas forcément le même, mais chaque territoire a une problématique. Mais aujourd'hui, qu'on voit bien sur certains sujets, les agriculteurs se retrouvent. Et là, il y a des dossiers qui se jouent aussi à Bruxelles. Et demain, il va falloir que Bruxelles nous écoute sur les dossiers agricoles pour vraiment apporter les réponses. Qu'est-ce qui fait que la colère est peut-être plus ancrée cette fois-ci qu'elle n'était avant? Il y a très souvent des colères des agriculteurs, mais on entend dire partout que cette fois-ci, la colère est très dure, très ancrée et que vous ne lâcherez rien. Qu'est-ce qui change cette fois-ci? Aujourd'hui, les agriculteurs, à force de résignation, en ont marre des mots. Ils veulent des réponses, ils veulent des actes concrets. On attend les réponses et c'est ça qui calmera la colère, comme vous dites, des agriculteurs. Sinon, vous serez prêt à revenir sur le terrain, dans la rue, et à montrer votre force, si besoin. Et vous l'avez dit plusieurs fois aujourd'hui. On verra les actes, on attend d'abord les actes, et après, il sera toujours temps d'aviser. Merci beaucoup. Monsieur Godet, bonjour, président du conseil départemental du Loiret. Une crise agricole qui touche votre département. Quel regard vous portez sur cette crise, au-delà du point de vue purement local? Vous êtes agriculteur, je crois, vous-même. Quel est votre regard? Alors, l'agriculture est touchée, non pas que dans le Loiret, c'est au niveau national, et on voit bien des discours qui sont convergents de la part de tous les intervenants. C'est une concurrence déloyale, c'est-à-dire que des exigences pour les agriculteurs français qui n'existent pas ailleurs, même y compris au niveau de l'Europe, au sein de l'Europe, ce qui est dommage. C'est-à-dire que vous faites une course et puis on vous met 10 kilos dans chaque chaussure. Puis après, maintenant on dit gagne la course, pas possible. Donc effectivement, alors moi je suis là en tant que président de département parce que pour moi, un département rural comme le nôtre, qui est semi-rural, sans agriculteurs, c'est impossible. C'est-à-dire que les villages, si on veut plus d'agriculteurs dans les villages, il n'y a plus de villages, il n'y a plus de vie dans les villages. L'agriculture, c'est ce qui entretient aussi le territoire, ce qui fait vivre le territoire, parce qu'avec toute cette industrie agroalimentaire. Donc voilà, je pense que c'est à ce titre-là aussi que je suis là, c'est pour défendre des filières, pour défendre une profession qui fait vivre notre territoire. Après, à titre personnel, effectivement, oui, je suis agriculteur aussi, et donc tous les messages, je les comprends bien et je les vis aussi au quotidien. Donc voilà, c'est aussi cette solidarité-là. Nous avons entendu des discours très fermes des représentants syndicaux, indiquant une possible montée en pression importante à partir de la semaine prochaine si les revendications ne sont pas acceptées par le Premier ministre. Vous craignez que ce mouvement, encore pas forcément localement mais nationalement, dérive vers des violences, vers des actes peut-être incontrôlables, en dehors de la tenue des syndicats? Est-ce que vous le craignez? La violence, j'y crois pas trop. Je pense que les agriculteurs sont toujours respectueux du bien public, respectueux du territoire. Donc ce ne sont pas des professions qui dégradent et qui cassent. Les agriculteurs ne sont pas des casseurs. Alors, je t'interromps, Monsieur le Président. En ce moment, à l'instant où vous parlez, je crois que la préfecture d'Agen a de gros soucis. Donc il y a des actes qu'on peut qualifier différemment, effectivement. Aller déverser une tonne de fumier devant une porte de préfecture, ça effectivement, ça c'est pratique depuis longtemps, ça s'est pratiqué. Aller faire de la casse, il y a eu à un moment effectivement un bureau d'une ministre qui avait été saccagé. Bon, mais ce ne sont pas des violences urbaines qu'on a pu en voir, qu'on peut en voir ici ou là. Donc, par contre, je pense que le mouvement va monter en puissance, oui, parce que s'il n'y a pas de réponse concrète, vraiment concrète, et là, il faut que le gouvernement apprenne aussi à venir devant les agriculteurs. Il faut apprendre à venir leur parler, parce que ça, je ne pense pas que, je n'ai pas l'impression, en tout cas, que le nouveau Premier ministre ait conscience de ce phénomène de fond, là, ce qui se passe vraiment sur le terrain. Honnêtement, je vois un peu une vague de fond qui doit faire prendre conscience à ceux qui nous gouvernent. Beaucoup de pays ont un conflit agricole qui débute. Sommes-nous au début d'un conflit massif européen de l'agriculture? Il y a un enjeu en ce moment, c'est les élections européennes qui vont avoir lieu au moins en France, puis dans d'autres pays. Donc effectivement, on sent bien qu'il y a aussi une corrélation entre les deux événements. Et puis les agriculteurs
européens veulent se faire entendre. Ils subissent tous plus ou moins les mêmes phénomènes. Donc pour certains, c'est l'augmentation des taxes sur le carburant. C'est vrai qu'en France, c'est aussi un argument qui est développé. Pour d'autres, c'est vraiment le poids des normes qui est de plus en plus lourd. Alors, on crie souvent contre l'Europe, mais quand on regarde en France, on est encore plus restrictif que les directives européennes. Et puis après, on voit bien aussi cette concurrence déloyale qui arrive d'autres pays. Le sujet de l'Ukraine est un vrai sujet. C'est-à-dire que les produits ukrainiens qui arrivent, qui transitent par la Pologne ou un autre pays pour arriver chez nous, là aussi, c'est une concurrence déloyale. Il ne s'agit pas de ne pas défendre les Ukrainiens, il s'agit aussi de faire attention à ne pas déstructurer les filières qui existent. Alors, tout dernier mot, le Premier ministre vous entend, si vous aviez un conseil à lui donner? Allez au devant sur le terrain, venir voir ce qui se passe, ne pas laisser les événements ou laisser la situation pourrir, comme ça a été le cas avec les Gilets jaunes. Avec des billes, comme on dit, avec des réponses aux problématiques quand même. Il faut venir déjà très rapidement, écouter, comprendre et apporter des réponses très rapidement. Merci infiniment. Alors, je m'appelle Jean-Louis Le Faucheux, je suis secrétaire général de la FDSEA du Loiret et je suis éleveur laitier en polyculture élevage à Sully-sur-Loire, pas très loin d'ici, avec une ferme avec donc, de l'élevage laitier et des céréales. Très bien. Alors du coup, pour commencer, quelles sont les principales problématiques, les principales revendications que vous voulez exprimer aujourd'hui? Alors en fait, il y a un malaise qui est profond dans le milieu agricole. Ça a déjà été soulevé avec l'opération retournement de pancarte. Quand on dit on marche sur la tête, effectivement on marche sur la tête. Je pense qu'en fait aujourd'hui, il y a une soupape qui a sauté. On a un problème avec tout ce qui est normatif. Voilà, on a des normes dans tous les sens pour tout et n'importe quoi. Et finalement, la plus grosse frustration, c'est qu'on se rend compte que les produits qu'on apporte des pays tiers ne sont pas soumis aux mêmes normes. Donc finalement, à un moment donné, on se trouve en distorsion de concurrence et à terme, ça peut faire qu'on a des productions dans notre département, puis notre pays qui vont disparaître. Vous parlez de normes, vous parlez notamment, j'imagine, des produits phytosanitaires, des intrants. Oui, mais pas seulement. Alors c'est vrai que les intrants, c'est un petit peu le symbole, notamment avec le glyphosate. D'ailleurs, je dirais au passage que la France s'était plutôt abstenue pour le retour du glyphosate. On l'a obtenu, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les ZNT, les zones de non-traitement, les chartes riverains qui sont mises en cause également. Voilà, je fais souvent le parallèle entre un produit phytosanitaire et un produit phytopharmaceutique quelque part. Et en plus, c'est les mêmes firmes qui les fabriquent. Aujourd'hui, si on n'a plus de moyens de défense de nos céréales, et même de nos animaux, etc., ça va être compliqué. Voilà. On a bien compris la nécessité de réduire ces usages. Je pense qu'on est capable de le faire, mais laissons-nous le temps. Voilà, laissons-nous le temps. Et sur les usages où il n'y a pas d'alternative, tant que la recherche n'a pas avancé, laissons-nous les produits qui sont actuellement utilisés. Ouais. Dans le Loiret, il y a aussi une grande question sur l'eau, l'usage de l'eau. C'est pas le seul département évidemment, mais du coup, comment vous vous positionnez là-dessus? Alors l'eau, c'est un sujet qui cristallise bien des passions et je le dis souvent, en fait, il faut que ce soit un sujet qui devienne dépassionné. On a bien compris que c'était un sujet de société, ça c'est bien normal. L'eau, tout le monde en a besoin, bien évidemment. Par contre, ce qui nous insupporte, c'est qu'on vende de la peur aux gens et je trouve que vendre de la peur, c'est la pire des choses. Nous sommes des gens responsables, le changement climatique, nous l'avons intégré. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, on ne le nie pas parce que ce serait stupide de le nier. On est les premiers à en subir les conséquences. Et une des alternatives, je dis bien une des alternatives, c'est pas la seule, c'est le stockage de l'eau. Je m'explique. En fait, le problème de l'eau en France, il est surtout en période d'étiage, de basses eaux. Voilà, l'idée qu'on a développée depuis de longues années et qu'on met toujours en avant, c'est de faire du stockage. Et là, encore une fois, l'idée, c'est pas de stocker toute l'eau qui tombe et puis de tout capter et puis qu'il n'y ait plus rien qui retourne à la nappe et au cours d'eau. C'est d'en prendre une partie de l'eau en excès hivernal pour pouvoir la stocker et la restituer en période d'été. Je prends l'exemple de 2023, par exemple, qui est assez symptomatique. On nous dit qu'il pleut de moins en moins. Bon, il y a des années sèches et des années humides, ça a toujours existé. En 2023, sur ma commune de Sully-sur-Loire, on a eu 750 mm d'eau. Alors qu'en année moyenne, on a 650. Donc voilà, ça veut dire, c'est une preuve du fait qu'on doit pouvoir stocker de l'eau. Je prends également l'exemple de l'axe Loire, parce qu'en fait, la Loire cristallise aussi bien des tensions, bien des passions. Aujourd'hui, le barrage de Villerest est plein, et tant mieux. Celui de Nossac doit être à 40-45%, et tant mieux aussi. Donc ça veut dire que, et heureusement, il reste encore de l'eau. Voilà.
Il y avait aussi la question des importations qui a été beaucoup évoquée lors des prises de parole. Oui. Quel est le problème avec ça? Le problème, en fait, c'est ce qu'on met souvent en avant. N'apportons pas l'agriculture qu'on ne veut pas, tout simplement. On a dit à nos concitoyens qu'on était capable, qu'il y avait des normes, et nous, nous respectons les normes. Et en parallèle de ça, on voit qu'on apporte des produits qui sont faits avec des normes qui sont complètement décalées par rapport à celles qu'on nous impose. Donc forcément, ces produits-là arrivent moins chers sur nos étalages, c'est bien normal. Et finalement, le consommateur, que je comprends, parce qu'en fait on est quand même dans une période d'inflation où tout augmente. Et voilà, moi je comprends les nécessités de faire attention au budget des ménages, et les gens vont spontanément vers les produits les moins chers. Voilà. Donc le problème est là. Et alors, l'idée, c'est pas de bloquer les frontières parce que ce serait stupide. On est dans un marché européen, on est pour partie un marché mondialisé. On a bien compris tout ça, mais faisons quand même un petit peu attention à ce qu'on fait, aux normes qu'on nous impose, parce que demain, sur certaines productions, je pense que le risque est qu'on n'en ait plus sur le territoire national, tout simplement. Vous auriez des exemples sur les importations? Oui, en arboriculture, par exemple, sur les cerises. Aussi sur les volailles, aujourd'hui on a 50% de la viande de volaille qui est importée. Voilà, on a des céréales qui sont importées. On a le fameux soja OGM. Alors le soja OGM en soi il n'est pas mauvais, il n'y a pas de problème. Sauf que nous on n'a pas le droit de le produire en France parce qu'on a décidé que les OGM c'était non. Donc ok, on accepte ça, mais à ce moment-là ça veut dire qu'il faudrait bloquer les importations de ce produit-là. En fait, quelque part c'est une forme d'hypocrisie et ça on en a un petit peu marre de la subir, cette hypocrisie. Nous avons entendu tout à l'heure un discours très ferme, voire presque menaçant. C'est la condition pour ne pas se dissocier de la base? Oui, c'est une condition, on ne doit pas le nier. Oui, c'est une condition, effectivement. On va rappeler aux téléspectateurs qu'il y a eu quelques soucis avec des gens de la FNSEA, notamment à Toulouse, qui ont été hués par des agriculteurs. Est-ce qu'il y a eu des consignes pour justement durcir votre discours et comme je l'ai dit il y a quelques instants, ne pas se couper de la base? Des consignes, non. La base, c'est le baromètre. Après, faisons attention de ne pas tomber dans le populisme et à la surenchère aussi des discours. La FNSEA et les JA sont des syndicats qui sont responsables, légalistes. Le discours doit être ferme, mais il doit être aussi mesuré et responsable. Je l'ai déjà dit dans d'autres circonstances, on n'est pas là pour demander de renverser le gouvernement, bien au contraire. On est conscient de la chance d'avoir une démocratie. D'ailleurs, si on peut manifester aujourd'hui ce matin, c'est parce qu'on est dans une grande démocratie. Disons-nous les choses. Après, ça et là, qu'il y ait des éruptions un peu volcaniques de certaines filières, je peux le comprendre aussi, parce que vous savez, les gens sont parfois exaspérés quand tout se cumule entre l'aléa climatique, entre l'inflation des prix, des intrants, de ce qu'on achète, les engrais, le matériel. Le matériel a subi une inflation phénoménale, les taux d'intérêt des emprunts. Tout ça fait un cumul finalement. L'aspect normatif, je ne vais pas dire que c'est qu'un des éléments de la chose, mais il y a plusieurs éléments qui, cumulés bout à bout, font que la soupape elle explose effectivement. Et notre rôle effectivement à nous, c'est de sentir cette colère qui monte, de la canaliser aussi, parce que je vous l'ai dit, on est responsable. Ce qui s'est passé dans l'Ariège, c'est dramatique. Voilà. C'est la plus grosse crainte d'un responsable syndical, c'est quand il y a une opération qui se passe, c'est que ça se finisse par un drame ou un accident. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle à la plus grande vigilance. On est responsable des biens et des personnes, donc ça c'est important. Après, malheureusement, on n'est pas à l'abri d'actes isolés des uns et des autres parce que certaines personnes sont en détresse aujourd'hui. Et pour terminer, vous appelez de vos voeux une grande manifestation d'agriculteurs européens à Bruxelles. C'est pour vous l'étape ultime de ce combat? C'est ce qui peut se produire, même si les luttes peuvent être parfois un petit peu différentes, c'est ce qui peut se produire. Par contre, je voudrais quand même dire en conclusion, ne nous trompons pas de cible, l'Europe n'est pas fautive de tout ce qui arrive. Après, l'Europe, c'est une fédération d'États, c'est compliqué de trouver les bons curseurs, mais je pense que si on n'avait pas eu l'Europe, nous, les agriculteurs de France, on n'en serait pas là. Donc faisons attention dans ces périodes un petit peu mouvementées, de ne pas trop souffler sur les braises, et de ne pas attiser les discours populistes. Voilà. C'est pour ça qu'il me semble important de revendiquer, mais de façon responsable. Ça me paraît important. Et si le gouvernement n'écoute pas, ne réagit pas à toutes ces actions, est-ce qu'il y a d'autres actions qui sont prévues? Est-ce qu'on envisage des actions de plus grande ampleur? J'ai du mal à croire que le gouvernement ne va pas entendre la voix des paysans de France. Effectivement, je pense que en fonction de ce qui va se décider, on peut monter la contestation d'un cran.
ou de plusieurs crans. Voilà, c'est pas souhaitable. On souhaiterait mieux que ça se passe autour d'une table et de façon apaisée. Ceci dit, on est bien conscient que nos responsables nationaux ont besoin de cette pression, ont besoin de ressentir cette pression et les élus politiques aussi. C'est pas du chantage, c'est une façon d'action, mais on aimerait bien ne pas avoir besoin d'en arriver là. Voilà. Croyez-moi, on a quand même tous du boulot sur nos fermes, a fortiori un garçon comme moi qui suis éleveur laitier, même si je suis en GAEC avec mon frère et mon fils, je pense qu'on est mieux dans nos fermes, même si ça se fait plaisir de retrouver nos amis à d'autres circonstances.